En quoi, selon vous, Pierre Rosanvallon, vivons-nous avec notamment l'exemple de la révolte des Gilets jaunes, hein, qui a été un révélateur ou une des manifestations, en quoi vivons-nous l'émergence d'un nouvel âge du social? Écoutez, on peut dire qu'on entre dans un nouvel âge du social d'une double façon. Une première façon, c'est que la question sociale s'est longtemps identifiée à la construction d'un État-providence, à la construction d'institutions de la solidarité. Et la solidarité avait pour but de répondre aux incertitudes de la vie. Vous savez, la définition, Hobbes définissait l'État comme un réducteur d'incertitudes, et peu à peu, on a vu qu'à côté des institutions publiques, il y avait un autre grand réducteur d'incertitudes, c'était le mécanisme assurantiel. Donc tous les États-providence se sont développés à partir de mécanismes assurantiels. Or, on voit aujourd'hui que ces mécanismes assurantiels ne suffisent plus, parce qu'il y a tout un ensemble d'accidents de la vie, tout un ensemble d'aléas, qui ne sont plus simplement de l'ordre du risque. Parce que la notion d'assurance va de pair avec celle de risque. Et le risque a une caractéristique, c'est qu'il est calculable. Or, de plus en plus d'événements aujourd'hui, on le voit avec des pandémies, on le voit avec des accidents naturels, ne sont plus de l'ordre de risque, y compris dans la vie des individus. Donc, la nouvelle question sociale, c'est d'abord cela. C'est le constat que l'État défini comme un réducteur d'incertitude doit se réinventer, d'une part, et que d'autre part, les institutions de la solidarité qui fonctionnaient avec le principe d'assurance des risques doivent aussi se redéfinir parce que la catégorie du risque est devenue très poreuse. Donc ça, c'est une des premières, je dirais, un premier champ de réflexion de la transformation de la question sociale. Mais la question que vous me posez, puisque vous la posez en évoquant les Gilets jaunes, est d'un autre ordre. Là, vous appréhendez la question sociale du point de vue des mouvements de la société, des formes de protestation, des formes de perception du malaise social. Et les Gilets jaunes sont apparus comme un mouvement qui les traduisait parce qu'il avait une caractéristique majeure, c'est qu'il ne rentrait pas dans les cases des analyses sociologiques traditionnelles. On ne pouvait pas dire que les Gilets jaunes étaient simplement des personnes définies par leurs revenus ou définies par leur profession. Parce qu'il y avait à la fois des petits entrepreneurs, il y avait à la fois même des cadres, et bien sûr des personnes sans emploi, ou des femmes au foyer, ou des retraités. Il y avait donc, ils étaient constitués d'une multitude de positions sociales. Donc ce n'est pas l'analyse des conditions sociales qui permettait de les appréhender. Qu'est-ce qui permettait de les appréhender alors? Eh bien, on a vite vu que ce qui permettait de les appréhender, c'était une double chose. C'était d'abord leur rapport, je dirais, aux normes de la société, aux institutions. Il ne faut pas oublier que le mouvement, mais le mot mouvement est peut-être trop fort, parce que qui dit mouvement dit organisé, on pourrait dire l'irruption des Gilets jaunes qui a fait tache d'huile d'abord sur les ronds-points. Quand je parle là des Gilets jaunes, je parle des Gilets jaunes, je dirais, du début, les Gilets jaunes de l'irruption, puisqu'après, le terme de gilet jaune est devenu un étendard dont des tas de personnes fort différentes, allant de l'extrême droite à l'extrême gauche, se sont saisies. Hein. Il y a eu des gilets jaunes Black Bloc, autant que des gilets jaunes Rassemblement National et des gilets jaunes de mouvements d'extrême gauche. Donc ça, c'était, je dirais, un label populaire que beaucoup ont essayé d'utiliser. Mais les gilets jaunes d'origine, tout est parti, on le sait, d'une protestation contre la fiscalité de l'essence. Et aussi, c'était lié, sans que ce soit coordonné véritablement, à cette fameuse question de la réduction de la vitesse de 90 à 80 à l'heure sur les routes. Et qu'est-ce qu'ont exprimé les Gilets jaunes sur les carrefours, lieu de circulation? Lieu de circulation, mais pas lieu de rassemblement, justement. Hein. Ils ont exprimé une chose, c'est que cette règle générale était peut-être bonne en théorie, mais elle n'était pas bonne en pratique pour eux. Elle était peut-être bonne en théorie parce qu'effectivement, il faut réduire certainement les gaz à effet de serre, mais c'est une règle générale, alors que chacun vit des situations particulières. Et donc, on ne tenait pas compte du fait que la voiture, pour eux, ça n'était pas un luxe, ça n'était pas une commodité, c'était une obligation quotidienne. Et un article du Monde avait même
pris comme titre pour un article sur les jaunes, avait dit « Je suis ma voiture ». Parce qu'effectivement, la voiture est un prolongement presque de la personnalité pour beaucoup de gens qui habitent à la campagne ou dans des territoires ruraux au sens le plus large du terme. Donc le sentiment qu'ont exprimé ces gilets jaunes, c'est qu'il y avait une injustice parce que la règle générale était injuste. Parce que la règle générale ne tenait pas compte de leur forte spécificité. De même pour les 80 à l'heure, mais là c'est un problème plus général qui touche tous les conducteurs, qui vont dire oui, c'est très bien dans les principes, parce qu'effectivement, si je regarde les statistiques, on va me dire que cela économise, entre guillemets, 1 millier de vies par an, et donc ça n'est pas rien. Mais moi, je connais ma voiture, je connais la route que j'emprunte, je suis prudent. Et donc, chacun, et c'était particulièrement présent dans le mouvement des Gilets jaunes, va dire, eh bien cette règle est une règle abstraite qui ne tient pas compte des particularités. Et le sentiment d'injustice, c'est Aristote qui le disait déjà, correspond au fait que l'on considère qu'une norme n'est pas juste. Et pourquoi elle n'est pas juste? Parce qu'elle ne regarde pas, elle ne part pas de ce que je vis. Et donc ça, c'est quelque chose de très important dans les sociétés contemporaines. Parce qu'on est dans des sociétés, pas simplement d'individus en général, nous sommes dans des sociétés où chacun veut que l'on prenne en compte sa singularité, sa particularité. Et le propre de la loi, c'est de considérer les individus et les personnes en général. Donc là, ils ont été le symptôme, si je puis dire, de ce malaise parfois par rapport à la loi dont on voudrait qu'elle soit une loi d'un certain point de vue dans certains domaines, en tout cas plus flexible ou tenant davantage compte de la diversité des situations. Donc là, on peut dire, c'est un mouvement qui correspond à un sentiment d'injustice. Une deuxième cause ou un deuxième phénomène qui a été particulièrement sensible, c'est l'idée qu'il y avait un mépris, qu'au fond, ceux qui le vivaient ne comptaient pas. Et donc, ces personnes ont dit, ceux d'en haut ne font pas attention à moi. Ceux d'en haut parlent abstraitement. Ceux d'en haut sont des technocrates. Ceux d'en haut sont des personnes qui sont dans leurs abstractions, dans le monde intellectuel, dans le monde de la bureaucratie. Et donc, cette vision du mépris, elle a été très forte. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est quand des Gilets jaunes ont commencé les Gilets jaunes et tous ceux qui se sont, je dirais, agglomérés à ce mouvement qui est devenu protestataire, protéiforme, d'un certain point de vue, eh bien, ils n'ont pas été protestés devant les sièges du patronat. Ils n'ont pas été protestés devant les usines. L'anticapitalisme a été un thème peut-être dérivé, mais extrêmement secondarisé, alors que ce qui a été très fortement exprimé, c'est la haine du pouvoir exécutif. Et notamment, on l'a vu, la haine du président de la République. Et donc, là, on voit bien que cette question du mépris est celle qui a polarisé, en quelque sorte, réunifié les gens. D'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé sur les blogs, ou ce qui s'est passé sur les réseaux Internet, il y a des Gilets jaunes, c'est ces deux facteurs qui sont ressortis plus souvent. Qu'est-ce que ça nous apprend en sociologie? Ça nous apprend une chose très importante. C'est que pour comprendre la société, il ne faut pas simplement l'appréhender à partir des statistiques, à partir des moyennes, à partir des catégories sociales. Il faut aussi appréhender la société à partir des épreuves que vivent les gens. Et donc, ça, c'est quelque chose de très nouveau. On sentait que c'était quelque chose qui montait dans la société. Et au fond, s'il y a une désaffection aussi vis-à-vis des partis politiques, c'est que les partis politiques, ils raisonnent justement toujours à partir des groupes sociaux. Ils raisonnent toujours à partir des moyennes. Ils pensent aux statistiques. Ils parlent des inégalités. Ils parlent de la pauvreté. Mais tout cela, ce sont des termes qui souvent, même si chacun peut être sensible au fait qu'il y a de la pauvreté, chacun peut être sensible au fait qu'il y a des inégalités, mais chacun se sent directement concerné par le fait de subir le mépris, ou d'avoir le sentiment d'être incompris, d'avoir le sentiment d'une injustice, ou d'avoir le sentiment d'être discriminé. Donc, je dirais de ce point de vue-là, que la grande mutation de la question sociale aujourd'hui, à côté du premier volet, qui était celui des institutions de redistribution,
ou des institutions de solidarité. Le deuxième volet de la question sociale qui a beaucoup changé, c'est les termes dans lesquels il convient d'analyser la société pour la comprendre aujourd'hui. Et moi, je vais publier à l'automne un livre justement qui aura pour titre « Les épreuves de la vie » et qui essaie de faire une théorie des épreuves comme une catégorie d'analyse des sociétés aujourd'hui. Et si on regarde d'ailleurs les différents mouvements sociaux qu'il y a eu depuis quelques années, quels ont été ces grands mouvements et qui sont des mouvements qui ont été planétaires, si je puis dire? Ben d'abord, c'est les mouvements qui ont concerné, on pourrait dire, les épreuves de l'intégrité individuelle. Si MeToo a fait le tour du monde, si les questions du harcèlement, si les questions du burn-out sont aujourd'hui ressenties comme essentielles et pas simplement en France, pas simplement dans les pays développés, mais partout dans le monde, c'est bien parce qu'il y a un langage commun des épreuves. Donc ça, on pourrait parler d'épreuves existentielles, hein, quand c'est l'intégrité des personnes qui est en cause. Et on voit aujourd'hui que ça polarise très largement une partie de l'attention. Regardons les livres comme La Familia Grande, regardons le livre comme celui de Vanessa Springora sur le consentement, enfin plutôt l'emprise. On pourrait dire le livre aurait pu s'intituler comme ça. Et puis il y a d'autres types d'épreuves que j'ai mentionnées à propos des Gilets jaunes, c'est ce qu'on pourrait appeler les épreuves de l'égalité ou les épreuves du lien social. Et à ce moment-là, c'est justement ces questions du mépris, de la discrimination, ces questions de l'injustice. Et puis il y a un troisième type d'épreuve, c'est les épreuves de l'incertitude. Et l'incertitude est croissante dans nos sociétés. Donc on voit que si on veut comprendre les sociétés aujourd'hui, il faut les comprendre à travers ça. Et d'ailleurs, les mouvements sociaux contemporains, justement, ont été des mouvements sociaux qui ont été des mouvements d'épreuve. Regardez tous les mouvements qu'il y a eu autour de MeToo, etc. Et aujourd'hui, quand on dit les mouvements, ce n'est pas simplement les défilés dans les rues, même s'ils comptent paradoxalement de plus en plus, mais c'est bien sûr aussi les réseaux sociaux, les livres, quantité d'autres choses. Là, l'écart est très grand avec ce qu'avaient été les mouvements sociaux, les grands mouvements sociaux, dont le dernier typique avait été la Grande Grève de 1995. Là, on était dans le social traditionnel. Là, on était dans le social on pourrait dire, du contrat salarial, dans le social des points de retraite, etc. Aujourd'hui, il y a eu un grand mouvement sur les retraites, mais il était de nature très différente. Parce que ce qui ressemblait à 95, c'était, je dirais, les premières réactions à la loi sur les retraites. À ce moment-là, c'était ceux qui étaient le plus touchés, c'était les régimes spéciaux, bien sûr. Mais si le mouvement s'est généralisé, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a eu le sentiment qu'il y avait une incertitude généralisée. Et au fond, ce qui est devenu en question, ça n'était plus tant, je dirais, les principes organisateurs de la réforme proposée par le gouvernement, qui au début avait été regardé par un œil d'une partie du public, en tout cas qui pouvait être accueillant et positif, mais c'est parce qu'il était apparu soudain qu'on ne voyait plus où ça allait exactement, que se multipliaient les incertitudes. Alors les professeurs pouvaient dire mais moi là-dedans qu'est-ce que je deviens? Et puis c'était le cas de beaucoup d'autres professions. Donc une théorie générale en soi positive qui devait mettre tout le monde à égalité, a eu pour résultat, en quelque sorte, de démultiplier et de disséminer les incertitudes. Et c'est pour cela qu'il y a eu une bronca que n'avaient pas prévu ceux qui avaient simplement raisonné à partir des principes généraux. Comme vous le savez, c'est tout un groupe d'économistes qui étaient autour de l'Institut des politiques publiques de l'École d'économie de Paris, qui avaient eu l'idée de ce schéma général, mais c'était, je dirais, un point de vue de vision économiste générale, alors que la politique, c'est pas simplement appliquer des théories générales, c'est avoir une conscience profonde de ce que peuvent être les perceptions de ces choses-là. Donc, là, même le mouvement sur les retraites a correspondu à ce nouvel âge, je dirais, des épreuves.
Et aujourd'hui, partout dans le monde, par exemple, vous voyez des révoltes, parfois des révolutions, qui se font au nom de la lutte contre le mépris, l'humiliation. Et ça, que l'on soit dans les pays du monde arabe, beaucoup de révoltes dans les pays arabes, il y avait ce mot, le mépris, ce mot résister à l'humiliation. Donc on pourrait dire d'une certaine façon qu'aujourd'hui, ce qui universalise la compréhension des réactions dans la société, eh bien, ce sont ces épreuves qui sont sur des modes différents, évidemment. Ce n'est pas la même chose que de vivre le mépris, la persécution de Saddam Hussein, et que de vivre le mépris technocratique dans la société française. Hein, il faut toujours avoir la mesure de la distinction des choses. Mais c'est une même forme, on pourrait dire. C'est une même forme sociologique. Donc c'est dans ce double sens, vous voyez, le sens le plus classique des modalités de l'État-providence, et d'autre part le sens plus sociologique de la compréhension à la fois de ce qui constitue la société et de ce qui fonde justement ces réactions. Ces épreuves, elles génèrent des émotions. Et donc on peut dire que le social classique était appréhendé en termes de conflit d'intérêts, de conflit de classe, pour résumer, alors que maintenant, c'est dans ces termes d'épreuves que, me semble-t-il, il faut les comprendre. Alors, ce n'est pas une substitution d'un monde à l'autre, mais enfin, il y a très nettement un nouvel univers, un nouvel ensemble de questions qui se superposent, je dirais, à la question sociale traditionnelle, qui, dans certains domaines, et pour une bonne part, évidemment, subsiste. Mais elle n'est plus le cœur. Et c'est ce qui explique aussi une chose très importante en politique, c'est que la déroute des partis politiques, c'est surtout la déroute des partis qui s'étaient construits traditionnellement sur la base de cette question sociale comprise en termes de conflit d'intérêts. Qu'est-ce qui distingue la droite et la gauche historiquement depuis la fameuse élection législative de 1849, hein, qui avait donné presque un modèle qui était permanent pendant un siècle et demi sur les divisions françaises, c'est qu'il y avait les partis de l'ordre et les partis de la justice, les partis de la redistribution et les partis de la production. Hein, c'était ça la grande différence entre la droite et la gauche. Alors qu'aujourd'hui, quels sont les partis qui ont émergé? C'est les partis qui ont proposé autre chose. Il y a eu des entrepreneurs du ressentiment, si je puis dire. Il y a eu des partis qui, justement, sont présentés comme l'expression des humiliés ou des méprisés. Il y a eu des partis qui se sont exprimés, au contraire, comme les représentants de la marche en avant. Donc, ce n'était plus simplement des intérêts, c'était des motivations, des démarches, des émotions sociales. On dit volontiers aujourd'hui, justement, qu'il ne faut plus simplement comprendre la société à partir des intérêts. Et effectivement, dans le mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, il y avait des revendications qui apparaissaient comme des revendications intéressées, mais pas corporatistes, parce qu'il n'y avait pas de corporation. Mais de l'autre côté, c'était tout de même un autre monde des passions démocratiques. Et je crois que ça, c'est le grand bouleversement dans la conception du social. Ça n'est pas simplement le passage d'un monde à un autre, mais c'est la superposition d'un nouveau monde à l'ancien. Et ce que l'historien que je suis peut dire, c'est que c'est quelque chose qui a toujours existé d'un certain point de vue. Vous savez, il y a un grand historien du mouvement social ouvrier anglais qui s'appelle E.P. Thompson, et qui a expliqué que les grands mouvements de révolte en Angleterre, dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe, début du XIXe, n'ont pas été simplement des mouvements de révolte pour l'augmentation des salaires, mais ont été des mouvements de révolte pour le sentiment d'être injustement traité, de ne pas être écouté, on dirait aujourd'hui de ne pas être représenté, d'être considéré comme invisible ou inutile, pour reprendre un langage qui maintenant est de plus en plus fréquent. Alors justement, si on reste sur le plan de la politique, comment est-ce qu'on gouverne une société du ressenti, une société qui se singularise, une société des épreuves? D'abord, on la gouverne en faisant comprendre qu'on est attentif à elle, qu'on ne parle pas simplement justement le langage des moyennes,
qu'on parle à des sites, qu'on s'adresse non pas simplement à des problèmes et à des conditions, mais qu'on s'intéresse à la situation des gens. Et c'est aussi une façon de produire de la statistique, si je puis dire, d'un certain point de vue. Toute notre statistique, elle est fondée sur la mise en corrélation des catégories socio-professionnelles avec des comportements, des situations. Mais ces catégories socio-professionnelles, elles ont été remaniées, on le sait, bien après 1945, dans les années 80, mais aujourd'hui, elles deviennent de moins en moins opérantes. Les catégories même d'ouvriers recouvrent ce qu'il reste d'ouvriers de production traditionnelle, ceux qui sont les coursiers dans les rues, ceux qui sont des manutentionnaires dans des centres de logistique, les chauffeurs-livreurs, et bien des professions complètement différentes. Donc, pour gouverner une société, il faut savoir lui parler. Et pour savoir lui parler, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, justement, il faut les regarder avec les bonnes lunettes. Et c'est ce qui me semble la première condition d'un bon gouvernement aujourd'hui. Et il faut savoir aussi lui donner la parole. C'est aussi un aspect. Alors, il faut donner la parole parce que comprendre la société, c'est la connaître. Et la connaître, on ne la connaît pas simplement aujourd'hui à partir des chiffres. On la connaît à partir des témoignages. On la connaît à partir des expressions des personnes. C'est pour cela qu'il y a quelques années, j'avais publié un livre qui avait pour titre « Le Parlement des Invisibles » et lancé à la fois un site internet, une collection de livres avec ce but de donner la parole à ce qui n'était pas exprimé, je dirais, dans le discours social. Et depuis, c'était une démarche qui était très reprise dans le cinéma ou très reprise même dans le théâtre, dans les littératures. Mais ça me semble très, très important. Pour conclure, Pierre Rosanvallon, votre regard d'historien vous permet de rester optimiste sur notre capacité à retisser du lien démocratique dans une société comme ça, qui se singularise, qui s'archipélise, certains disent? Je dirais qu'est pessimiste celui qui ne comprend pas la société. À partir du moment où on a le souci de la comprendre, c'est que l'on donne déjà des outils pour qu'elle se comprenne mieux elle-même et pour qu'elle soit mieux gouvernée d'un certain point de vue. Donc la question n'est pas d'optimisme, la question est celle de donner des moyens d'action. Parce que ce qui nourrit le pessimisme, c'est aussi le sentiment d'impuissance. Et le sentiment d'impuissance, on ne le surmonte pas simplement en se faisant fouetter avec un peu d'ortie de volonté, mais on surmonte l'impuissance parce qu'on est capable de mieux comprendre les choses. Merci beaucoup, un beau plaidoyer pour les études de sciences sociales pour tous les élèves et les professeurs qui nous écoutent. Bon courage à vous tous. Merci.